Bonjour à toutes, je crois que je peux dire toutes uniquement. Je suis Jérémy Vaulion, je suis cofondateur sur un site internet qui s'appelle I Love Tax. Notre travail est d'accompagner les micro-entreprises, notamment sur une délégation de toutes les tâches un peu administratives, de la création d'entreprise au suivi quotidien, notamment grâce à un outil de facturation. Notre objectif est de venir répondre et de dédiaboliser un petit peu certaines peurs qu'on peut avoir quand on se lance à son compte. Donc j'espère pouvoir vous éclairer un petit peu aujourd'hui sur cette notion de créer sa micro-entreprise, comment on choisit, comment on en arrive là, pourquoi on en arrive là, et comment ça se passe un peu après sur 2-3 points de précaution. On n'a que quelques minutes, donc forcément, on va voir très large. L'idée, ça va être de sensibiliser. Je vais pouvoir répondre à vos questions à la fin, et ensuite, on a également un stand au rez-de-chaussée, vous pourrez venir nous voir pour un peu plus de renseignements. De notre côté, on participe pour la deuxième année au salon professionnel depuis la première édition. Je suis ravi de voir qu'il y a autant de monde et que ça puisse prendre autant, et c'est plutôt bon signe. Donc, si ça marche. Comment créer sa micro-entreprise? L'idée, c'est que c'est un statut qui est ouvert à tous et à toutes, qui a une forme de simplicité, qui est connu et qui est devenu même un mot dans le langage courant. Là-dessus, je mets une précaution, c'est que la création d'une micro-entreprise, ce n'est pas une fin en soi. Via I Love Tax, on a créé une communauté, on a développé une communauté, on a beaucoup de retours et c'est très chouette parce qu'on entend beaucoup de questions et de choses qui peuvent se passer sur le terrain. Et en fait, on entend beaucoup de gens nous dire moi, je me suis lancé, maintenant je suis micro-entrepreneur. Ah oui, mais micro-entrepreneur, ça n'est pas un métier. C'est simplement un outil. C'est un moyen de pouvoir exercer son métier à son compte. Ce n'est pas une fin en soi. On ne devient pas micro-entrepreneur. On décide d'exercer son activité de manière indépendante à son compte. Et pour exercer de manière indépendante à son compte, on a besoin d'un outil qui nous autorise à faire des factures et à la fin du mois d'avoir un petit peu d'argent. Donc, ce statut, c'est un outil simplement. De cet outil, comment on va arriver à se dire « Tiens, il me faut une micro-entreprise ». Là, on va avoir une démarche où, en règle générale, on a quelque chose de progressif, quelque chose de doux. Pourquoi? Parce que la micro-entreprise, c'est un statut qui est simplifié. À la fin de l'année, on n'a pas de comptabilité à sortir, donc on n'a pas besoin d'experts comptables. Il y a des obligations quotidiennes qui sont plus légères. Les modes de calcul des différentes taxes et impôts sont beaucoup plus simples. À partir de là, ça fait un peu moins peur et ça permet un démarrage qui va être un peu plus en douceur. En douceur aussi par rapport aux charges que vous aurez. Certaines activités indépendantes nécessitent au début un vrai investissement, un investissement lourd. Là, en règle générale, la micro-entreprise sera moins adaptée. Ici, ça permet de tester, ça permet d'essayer, ça permet de ne pas engager trop de frais au début. Ça permet de ne pas prendre trop de risques. Alors, dans quel cas on va se mettre en micro-entreprise? On en a plusieurs. Et ça, une fois de plus, c'est aussi à vous de le ressentir. Déjà, quand on est micro-entrepreneur, on exerce ce qu'on s'appelle en nom propre. C'est-à-dire qu'on a une entreprise qui porte notre nom. Moi-même, à côté, j'ai une autre activité, en plus d'I Love Tax, et là-dessus, je suis en nom propre, et elle s'appelle Monsieur Jérémy Vaulion. C'est le nom de mon entreprise. Après, je peux utiliser un nom commercial pour me développer, un nom de cabinet, un nom de ce qu'on veut. Mais le nom de mon entreprise, c'est en mon nom. C'est en mon nom que je fais des factures. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir d'associé. On ne va pas avoir une personne avec qui on met des billes sur la table, on prend les risques ensemble à 100%. Non, dans ce cas-là, on se met seul et on assume les risques tout seul. Ça n'empêche pas d'avoir des partenaires. Au contraire d'ailleurs, d'avoir un réseau, d'avoir un entourage qui se développe grâce à des événements comme celui-ci aujourd'hui. Mais par contre, sur votre entreprise en elle-même, sur votre facture, ce sera vous. Ensuite, comme je disais un peu tout à l'heure, c'est envisager un développement tranquille. Alors quand on en dit tranquille, ça ne veut pas dire mou, bien sûr, mais qu'on n'est pas en train de créer quelque chose qu'on veut faire exploser au bout de 6 mois. On démarre, on teste, on développe sa clientèle au fur et à mesure. Là, on peut se le permettre, parce que ce n'est pas quelque chose de trop lourd, et ça permet d'aller et venir. Ça peut même permettre de cumuler avec un emploi salarié, pourquoi pas. C'est quelque chose d'assez flexible. Comme je vous le disais, c'est également les charges. Pourquoi? Parce que dans la micro-entreprise, la charge, elle est forfaitaire. Dans une entreprise lambda, on a un chiffre d'affaires, on note toutes ces charges du quotidien, diverses et variées, des impôts au petit resto avec un futur client, et on va les déduire réellement, à l'euro près. Ici, on va prendre un forfait. Si vous faites du conseil, on va déterminer que vous avez 34% de charges par rapport à votre chiffre d'affaires. Si en réalité vous en avez 70 ou finalement vous n'en avez que 5%, peu importe. L'État vous retirera 34% du montant de votre chiffre d'affaires en considérant que c'est des charges. Donc, il ne faut pas en avoir de trop. Sinon, fiscalement, ça ne vaut pas le coup.
Et ensuite, il y a donc une simplicité de gestion, puisque vous n'êtes pas obligé de tout retracer, de tout conserver. C'est beaucoup plus flexible. Pour se lancer, c'est quand même pas mal. Alors, quelles sont les démarches quand on y va? Allez, on se dit, c'est bon, j'ai trouvé mon activité, je me suis préparé, j'ai trouvé comment j'allais développer ma clientèle, comment j'allais m'organiser au quotidien. Je me rends compte que la micro est adaptée à ma future vie professionnelle. Alors déjà, la création est beaucoup plus light que ce qu'on peut connaître quand on disait créer une URL et des sociétés en elles-mêmes. Ici, on n'a pas de rédaction de statut, donc il y a une notion juridique qui est beaucoup plus légère. Concrètement, créer une micro-entreprise, c'est remplir un formulaire qui vous demande des informations assez basiques sur votre vie, que vous connaissez en général, si votre nom, votre lieu de naissance, si vous êtes marié ou pas, si vous avez des enfants. En temps normal, vous vous en souvenez quotidiennement. Donc, c'est assez simple. Vous remplissez ce formulaire et vous devez l'envoyer au CFE, le Centre des formalités des entreprises. Là, il y en a plusieurs en fonction de votre activité. Si vous êtes profession libérale, vous allez directement aller aux URSSAF, les mêmes URSSAF à qui on paye nos cotisations sociales quand on est salarié. Si on est dans une activité commerciale, on fait de l'achat, revente, ou qu'on fait de la prestation de service, alors là, on va s'immatriculer à la CCI, ici du coup. Et si vous êtes artisan, donc vous relevez de la liste des artisans, alors vous irez vous inscrire à la Chambre des métiers. Le gros avantage, c'est que maintenant, depuis déjà de nombreuses années, le CFE transmet votre dossier à l'ensemble des autres institutions. Donc à partir du moment où vous avez envoyé CERFA au bon CFE, tout le monde sera informé, tout le monde le saura, votre sécurité sociale d'indépendance sera créée, etc., etc., et vous n'aurez pas d'autres démarches. Au bout de quelques jours, vous recevrez un papier qui va vous donner votre numéro sirène, le fameux numéro sirène, le Graal pour pouvoir facturer et gagner de l'argent. Alors, sur ce petit papier à remplir qui en soi est simple avec des informations qu'on connaît tous, il y a quand même des précautions à prendre. Comme je vous le disais, notamment la sélection du CFE. Le centre des formalités des entreprises est déterminé en fonction de votre activité. Je vous l'ai dit, en fonction de profession libérale, activité commerciale ou artisan. Ça, il va falloir faire attention puisque dans le formulaire, dans le CERFA, on vous demande de renseigner votre activité. Et votre activité, le nom que vous allez écrire, va déterminer si vous êtes dans une de ces 4 catégories. Alors là, il faut être prudent parce que, par exemple, il y a des activités auxquelles on ne s'attend pas. Je prends un exemple, moi-même j'avais été surpris à l'époque. Le secrétariat, par exemple, c'est de l'artisanat. Et quand on est artisan, on a donc d'autres formalités à faire. Déjà, on ne répond pas du même CFE que quand on est profession libérale. Et moi, au début, quand on s'est lancé dans l'aventure, j'aurais mis ma main à couper que le secrétariat, c'était de la profession libérale. Donc, il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention, puisque le nom que vous allez écrire dans votre activité va venir influencer le centre des formalités des entreprises auxquelles vous allez vous adresser. La deuxième conséquence, c'est que ça va avoir des conséquences également sur le montant de vos impôts. Et là, en règle générale, tout de suite, ça attire la prudence. Pourquoi? Parce que quand on est profession libérale, on considère qu'on a un forfait de charge à 34%. Quand on est prestataire de service, on considère qu'on a un forfait de charge à 50%. En revanche, quand on est vendeur de biens, on fait de l'achat, de la revente, on considère qu'on a un forfait de charge à 71%. C'est-à-dire que votre bénéfice sur lequel vous allez payer des impôts est égal à 29% de votre chiffre d'affaires. Ça change la donne quand même, il faut le prendre en compte. Également, en fonction de votre activité, vos cotisations sociales vont être différentes. Les cotisations sociales, donc c'est celles qui vous permettent d'avoir une sécurité sociale, d'avoir, en fonction des statuts, des indemnités journalières maladie, etc., etc. Ici, on va avoir des taux qui vont varier si vous êtes dans de la vente, de la profession libérale, de la prestation de services, etc. Et enfin, attention à autre chose, quand vous allez vous immatriculer au CFE, si vous êtes en profession artisanale, prenez en compte que pour pouvoir être immatriculé à la Chambre des métiers, vous avez l'obligation de passer ce qu'on appelle en 3 lettres le SPI, c'est le stage de préparation à l'installation. Vous ne pourrez pas obtenir votre numéro SIRET si vous n'avez pas passé votre stage de préparation à l'installation quand vous êtes artisan. Il dure 30 heures, il peut être pris en charge par Pôle emploi et il y a des moyens pour être exonéré de ce stage sur des conditions de diplôme. Mais prenez-les en compte parce que dans votre processus, ça peut vous ralentir un petit peu.
Dans les choix également sur lesquels il faut être vigilant quand on crée sa micro-entreprise et quand on remplit le formulaire, c'est une question qui nous revient beaucoup, c'est cette notion de prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le fait de pouvoir payer son impôt sur le revenu en même temps que ses cotisations sociales. Et là, c'est vous qui choisissez, vous avez le choix. Donc, vous ne savez pas forcément quoi faire. Et on nous le demande très, très souvent. Là, vous allez remplir le formulaire et on vous dit, souhaitez-vous opter pour le prélèvement libératoire? Si vous dites oui, ça veut dire que vous allez payer un faible taux, entre 1 et 2%, en fonction, une fois de plus, de votre activité, d'impôt sur le revenu, en même temps que vos cotisations sociales. Là, ça veut dire que ça peut être très avantageux. Parce que si vous avez déjà de l'impôt sur le revenu à payer, aujourd'hui, vous payez peut-être 8-10% de vos revenus en impôt sur le revenu, et là, vous passerez à 1 et 2%. Donc, ça peut valoir le coup. En revanche, si vous dites oui, alors que vous n'êtes pas imposable aujourd'hui à l'impôt sur le revenu, eh ben vous allez vous mettre à payer 1 ou 2% d'impôt sur le revenu sur votre chiffre d'affaires, alors que jusqu'à présent, vous ne payez pas d'impôt. Ensuite, l'autre point important, c'est la demande d'ACRE. L'ACRE, c'est la possibilité d'avoir des cotisations sociales ultra réduites pendant 3 ans à compter de la création de votre micro-entreprise. Nous, on recommande de le faire en même temps que la création de la micro-entreprise pour éviter d'oublier, car vous avez 30 jours après la création pour pouvoir déposer votre dossier. Donc faites-le immédiatement, au moins vous êtes tranquille et vous avez des taux super réduits pendant 3 ans. Enfin, la dernière question qui fait peur en règle générale, c'est le choix de l'organisme de sécurité sociale. Là, on vous met en général un petit truc défilant avec une ribambelle de choix d'organismes de sécu. Les gens s'inquiètent, ils disent mais qu'est-ce qui se passe si je clique sur l'un, sur l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Vous inquiétez pas, de toute façon, tout ça c'est légiféré, il n'y a pas 10 000 options. Oui, ce sont des caisses qui vont collecter, ce sont des caisses qui sont différentes, mais vous aurez la même couverture, vous aurez les mêmes cotisations sociales à payer. Donc en soi, sur votre quotidien, ça n'aura pas d'impact, vous pouvez choisir les yeux fermés. Une fois créé, qu'est-ce qui se passe? Ça, on était sur les formalités, vous avez eu votre numéro SIRET, ça y est, c'est lancé, vous avez eu 50 clients en 2 mois, c'est formidable, ça explose, ça y va. Et là maintenant, il faut gérer. Vous allez pouvoir choisir de faire votre déclaration de chiffre d'affaires sur le site netentreprise.fr, et là, qui est rattaché aux URSSAF justement, vous déclarez votre chiffre d'affaires qui vous permet de payer vos cotisations sociales. Au choix, selon ce qui vous arrange le mieux, vous pouvez choisir de déclarer tous les mois, et là, le mois suivant, vous paierez vos cotisations, ou tous les trimestres, et là, le mois suivant également, vous paierez vos cotisations. Enfin, en fin d'année, la comptabilité. L'avantage de la micro, c'est qu'elle est simple. Vous n'avez pas besoin de sortir un bilan, d'arriver avec votre gros sac avec toutes vos factures de dépenses que vous avez eues pendant l'année. Vous avez simplement à remplir sur votre déclaration de revenus annuelle, celle que vous remplissez déjà au mois de mai chaque année. Vous devrez remplir dans la bonne case. Vous allez voir, c'est écrit micro BNC, micro BIC, micro BNC si vous êtes profession libérale, micro BIC dans les autres cas. Et vous aurez juste à écrire le montant de votre chiffre d'affaires. C'est tout. Une simple petite précaution, et on n'ira pas là-dedans puisque ce sera un long débat, mais pensez qu'ici, on parle vraiment de statut juridique, on parle de comptabilité sur le niveau légal. En revanche, on n'est pas en train de parler de vie quotidienne. Ce n'est pas parce que les choses sont forfaitaires dans la micro-entreprise que vous, personnellement, vous n'avez pas un budget à faire. J'insiste dessus parce que le fait de se mettre à son compte, il y a parfois un peu des confusions et on a beaucoup de retours là-dessus. Il ne faut pas négliger le fait que vous avez besoin d'un revenu tous les mois pour vivre et que vous avez un niveau de vie, vous avez des charges à vous. Que votre entreprise aura elle-même des charges à payer et que ça, il faut les prévoir. Dépenser de l'argent permet d'en gagner. Et enfin, qu'en se mettant à son compte, on perd certains avantages du salariat. Alors les tickets resto, j'en parle pas, mais il y a ne serait-ce que les assurances. Vous n'avez plus de complémentaire santé, c'est-à-dire de mutuelle. Vous n'avez plus de prévoyance, c'est-à-dire les indemnités journalières qui viennent vous couvrir si vous avez une maladie ou un accident du travail. Tout ça, ce sont des petites charges supplémentaires qu'il faut prévoir et se faire soi-même pour soi un budget prévisionnel, même si on n'est pas censé le déclarer aux impôts. Voilà, c'était un aperçu global. On avait 12 minutes à peu près, j'ai dû dépasser un petit peu. J'espère vous avoir un petit peu éclairé sur comment on crée sa micro-entreprise et pourquoi, sur les 2-3 points d'alerte. Et je crois qu'on a quelques minutes devant nous pour que je puisse répondre à des questions. Yeah, madame. Bonjour, merci Bonjour. beaucoup. Merci beaucoup, voilà, c'est mieux comme ça. J'avais une question concernant le cumul de la micro-entreprise avec le statut de Pôle emploi. Oui, s'il vous plaît. c'est tout à fait possible.
C'est tout à fait prévu dès le début. Il n'y a aucun problème là-dessus. La seule chose où il faut faire attention sur le cumul de la micro-entreprise et du statut de Pôle emploi. Je n'ai pas de tableau, donc je vais essayer de faire simple. Je vous ai parlé, alors, la micro-entreprise, comme je vous ai dit, c'est en nom propre. Ça veut dire que tout est sur votre tête et que c'est un seul et même patrimoine, c'est le vôtre. Dans votre patrimoine, vous, on va mettre une petite partie où il y a un numéro SIRET qui vous permet de facturer. Le truc, c'est que quand vous allez gagner de la micro-entreprise, de l'argent sur votre micro-entreprise, bah, ça va directement dans votre patrimoine perso, qui lui touche également des indemnités Pôle emploi. Ce qui fait que Pôle emploi fait une régularisation en fonction de votre activité, justement. Je vais prendre un exemple avec des chiffres ronds. Vous avez 1 000 € de Pôle emploi. Vous faites 1 000 € de chiffre d'affaires. En profession libérale, vous faites du consulting, par exemple. 1 000 € de chiffre d'affaires, vous avez donc droit à 34 % de charges forfaitaires. Pôle emploi va considérer que vous avez fait un bénéfice, donc dans votre poche, à la fin du mois, de 660 €. Donc, sur votre indemnité Pôle emploi de 1 000 €, on va retirer 660 € et on va vous verser le reliquat. Il faut faire attention à ça. Vous conservez vos droits à Pôle emploi. En revanche, on fait une régularisation en fonction de ce forfait de charge. Il faut être prudent. Normalement, vous êtes gagnante parce qu'à la fin, vous avez eu au total sur votre compte 2 000 €. Enfin, je recommence. Vous aviez normalement 1 000 € de Pôle emploi. Vous avez gagné 1 000 € avec la micro-entreprise et en réalité, vous avez 1 333 € en poche à la fin du mois. Mais il ne faut pas se dire que ça se cumule à 100%. Voilà. Et l'avantage, c'est que les indemnités Pôle emploi ne sont pas perdues, elles sont reportées dans le temps, effectivement. Vous gardez votre capital, finalement, d'indemnité Pôle emploi. Ça, c'est prévu. Et juste petite précision par rapport à ça, vous avez une déclaration mensuelle à faire à Pôle emploi où vous allez venir déclarer justement votre chiffre d'affaires du mois pour qu'il puisse régulariser vos indemnités. Madame, pardon ? C'est pas gênant parce que vous allez normalement faire votre suivi mensuel. Donc, vous allez déclarer mensuellement ce que vous gagnez. Mais effectivement, vous avez l'option auprès de Pôle emploi, soit d'avoir une régularisation trimestrielle, ce qui peut être plus lourd en termes de gestion de trésorerie, soit vous avez l'option quand même si vous faites votre déclaration de manière trimestrielle auprès de Net Entreprise, vous pouvez quand même faire votre déclaration auprès de Pôle emploi de manière mensuelle. C'est peut-être plus simple à gérer quotidiennement. Madame avait une question. Ah, bon. Oui, c'est obligatoire. Vous êtes obligé d'ouvrir un compte bancaire professionnel, pas forcément, mais un compte bancaire dédié à votre activité indépendante. Ça, que ce soit pour une micro-entreprise ou n'importe quel autre statut. Vous êtes obligé de l'avoir. Si vous ne l'avez pas ouvert au moment de votre création, du formulaire de création, ce n'est pas grave. Vous avez un délai d'1 an pour le faire. En tous les cas, au bout d'1 an, vous serez obligé d'avoir un compte bancaire dédié. Attention toutefois, vous n'avez aucune obligation de prendre, parce que la banque, c'est ce qu'elle va vous dire, de prendre un compte réellement micro-entreprise ou un compte professionnel, qui souvent est plus cher. Si vous avez peu de dépenses, par exemple, et qu'une carte bancaire n'est pas très utile, vous pouvez très bien prendre simplement un compte sur lequel vous ferez des virements. C'est largement suffisant et c'est légal. Ce qu'il faut, c'est que les flux d'argent de votre micro-entreprise passent sur un compte dédié. C'est tout. Je crois qu'il y a madame avant. Bonjour. Concernant la demande d'ACRE, alors moi je suis dans la situation où j'ai ouvert il y a 1 an et demi ma micro-entreprise sans la faire fructifier. J'ai pas entendu un bout de la phrase, excusez-moi. J'ai ouvert ma micro-entreprise sans rien faire en fait il y a 1 an et demi. Donc là je me retrouve au chômage et je veux me consacrer à ma micro-entreprise, sauf que je ne peux plus demander l'ACRE puisque c'était sous les 1 mois. Est-ce qu'il y a des dérogations qui existent? Alors il n'y a pas de dérogation officielle. Il y a un bon relationnel avec potentiellement un geste de faveur à titre gracieux et il faut essayer. D'accord. Mais malheureusement, c'est un des cas justement où c'est bloquant. Moi, souvent, il y a plein de gens qui veulent, c'est vrai que de plus en plus des personnes en activité salariée et veulent, j'exagère en disant ça, mais pour s'amuser un petit peu, avoir une autre activité à côté en micro. Et c'est vrai que le cas où on veut vraiment se lancer à son compte à 100%, on peut être bloqué parce que au niveau des institutions, on n'est plus en situation de création d'entreprise puisqu'on a un SIRET déjà depuis un certain temps et on perd un certain nombre d'avantages malheureusement. L'autre option, c'est de clôturer votre micro et d'attendre un an. J'ai un doute. 1 an 3 ans, merci. 3 ans, oui, pour l'ACRE, c'est 3 ans. Pardon? Non, ça ne marchera pas.
C'est la première création. Si je vais voir Pôle emploi là dans quelques jours, je leur dis bah voilà, je veux me consacrer à ma micro-entreprise qui a été ouverte il y a 1 an et demi, mais j'ai eu aucun chiffre d'affaires depuis 1 an et demi. Est-ce qu'ils vont considérer que je suis en création d'entreprise? Alors, pour Pôle emploi, ça ne va pas vous empêcher de le cumuler avec votre chômage. Donc, vous aurez droit à vos allocations chômage. En fait, l'ACRE, ce que ça va vous faire perdre, c'est les cotisations sociales réduites pendant 3 ans. C'est ça que vous perdrez et que vous ne pourrez pas récupérer. Merci. Pardon? Est-ce que- Alors là, je prends ma feuille de pompe. J'aime pas les chiffres. En gros, juste pour vous donner un peu l'impact quand on passe de l'ACRE au normal, si vous faites du consulting. En consulting, en temps normal, votre taux de cotisation sociale, il est de 22% du chiffre d'affaires. Au début, quand vous vous lancez avec l'ACRE, la première année, si vous êtes en consulting, vous payez 5,5% de cotisation sociale. La deuxième année, 11%. La troisième année, 16,5%. Et à partir de la quatrième année, vous êtes à 22%. Donc, c'est un vrai petit coup de pouce quand même pour se lancer, puisque ça veut dire que votre chiffre d'affaires, finalement, c'est quasiment votre bénéfice dans les débuts. Vous expliquez que quand on est en micro-entreprise, c'est notre responsabilité, on travaille en notre nom. Est-ce que dans le cas de soit de prestation de service ou soit même de négoce, on va dire, vous nous conseillez de mettre en place des conditions générales de vente, des contrats de prestation? Alors ça, moi, je vous le conseillerais en tous les cas dans quoi. tout type de structure de statut juridique. Vous pourriez me dire, je crée une SAS avec 5 personnes et on met 150 000 € au capital. Je vous dirais exactement la même chose, il n'y a pas de différence. Les relations contractuelles que vous aurez avec vos clients peuvent être aussi conflictuelles que vous ayez une petite micro-entreprise qui fait 5 000 € de chiffre dans l'année que vous en ayez une énorme qui fait 5 millions. Alors, les enjeux ne sont pas les mêmes, forcément, mais à notre niveau, le risque est aussi lourd. Donc, quoi qu'il en soit, il faut effectivement structurer, avoir des lettres de mission, avoir des contrats, avoir, en fonction de l'activité, des conditions générales de vente pour venir se protéger et éviter qu'il y ait tout débat, notamment sur les règlements des factures, avec vos clients, quoi qu'il en soit. Bonjour. Bonjour. Je suis actuellement auto-entrepreneur, consultante en web marketing. J'entreprends une reconversion. Je voulais savoir si je pouvais utiliser mon SIRET actuel pour ma future reconversion. Alors, en fait. tout va dépendre de votre reconversion, en fait. Si votre activité, c'est quoi aujourd'hui? Consultante dans le digital. Alors, si par exemple vous avez mis en activité, je ne sais pas ce que vous auriez pu mettre, mais je dis comme ça, consulting, conseil web marketing par exemple, quelque chose de très spécifique et que votre SIRET sur votre numéro SIRET, enfin votre CABIS ou les documents de votre micro-entreprise, c'est écrit de manière très spécifique, vous ne pourrez pas diversifier votre activité puisque vous aurez une activité précise. En revanche, par simplicité, et si en plus la reconversion n'est pas à 100%, vous pouvez simplement faire une modification de votre micro-entreprise. C'est-à-dire que dans la slide d'avant, on disait que là, vous allez remplir pour créer votre micro-entreprise un P0, ce que vous avez fait à l'époque. Et là, vous allez remplir un P2. Donc, c'est un formulaire à peu près équivalent, mais qui va venir déclarer une modification de votre micro-entreprise. Vous utiliserez ce P2 pour changer d'adresse, pour déclarer de nouvelles choses, et notamment pour modifier votre activité. Et vous pourrez dire, par exemple, je faisais du conseil web marketing et à partir de demain, je vais faire également de l'artisanat quelconque. Vous viendrez ajouter votre deuxième activité. Très bien, merci. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais savoir si en entreprise, est-ce qu'on peut ponctuellement faire travailler quelqu'un d'autre à notre service en intermédiaire en fait? Alors, tout à fait, ça n'empêche pas. Il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas. La seule chose qu'il faut prendre vraiment en compte ici, c'est la notion de charge. Est-ce que vous avez recours, vous avez une mission quelconque qui nécessite d'autres compétences? Est-ce que vous arrivez vers votre client en disant « Moi, ma compétence, c'est ça. Je peux être chef de projet sur la mission que vous me confiez et je vais avoir recours à un autre freelance, un autre indépendant qui vous fera lui-même une facture. C'est juste que moi, je chapeauterai le projet. » Là, il n'y a aucun souci. La gestion de projet fait partie de votre facturation. Vous gagnez de l'argent dessus. Chacun fait sa facture, il n'y a pas de souci. Et chacun engage sa responsabilité. Vous pouvez de la même manière être chef de projet et dire effectivement sur la mission que vous me confiez, on a besoin d'une compétence supplémentaire. Et là dire, je vous ferai qu'une seule facture en mon nom avec ma micro
Je vous fais qu'une seule facture et derrière, je vais avoir recours à d'autres personnes. Attention en faisant ça. Parce que la micro, on a dit, on est plafonné. Par exemple, sur du conseil, 70 000 €. Ce qui est beaucoup. Et en même temps, ça peut aller vite si on doit commencer à payer d'autres personnes. Là, si vous êtes porteur du projet à 100%, admettons votre mission fait, je prends toujours des chiffres ronds, 2 000 € et vous avez besoin du recours à une deuxième compétence qui va vous facturer 1 000 €. Au final, vous allez facturer 2 000 € à votre client. 1 000 € vont partir dans la poche du prestataire. Vous, ça va vous faire 1 000 € de plus qui va vous rapprocher du seuil de la fin de la micro-entreprise. Et en plus, comme on ne déduit pas les charges au réel, vous allez payer des cotisations sociales sur 100% de votre chiffre d'affaires et payer des impôts sur 66% de votre chiffre d'affaires. Alors que là, sur cette mission, il y a 50% qui seront partis dans la poche de quelqu'un d'autre. Donc en micro, en règle générale, sauf si c'est vraiment très ponctuel et pour des petits montants, il vaut mieux se dire on fait un espèce de partenariat, je fais la gestion de projet et j'ai un partenariat avec une personne qui fait sa propre facture. Et comme ça évite, moi, finalement, de perdre en rentabilité sur mon projet. Est-ce que c'était votre question? Je comprends. Dernière question? J'ai pas vu la question. Ah, pardon. Alors à qui? D'accord. Étant donné qu'on ne cotise pas ni pour le chômage, ni pour la retraite, etc., est-ce qu'il y a des choses qui sont proposées pour pouvoir… Alors, chômage, vous ne cotisez pas. Aujourd'hui, Mais notre les président… retraites, supposons. Pardon? Pour les retraites, par exemple. Quand on est Alors, au micro, pour les retraites, on cotise pour la retraite. D'accord. Donc Mais c'est plutôt… c'est pas terrible. Pardon? C'est pas terrible. Ah, et alors quelles sont les solutions proposées pour que… Les solutions, c'est ce qu'on appelle les retraites complémentaires. Donc, en fait, vous créez des comptes. C'est un petit peu, je la voisine à des assurances-vie, si vous voulez. Vous mettez de l'argent tous les mois dedans. C'est l'équivalent, quand on est salarié, souvent, on peut vous en parler du PERP ou du PERCO. Vous allez mettre de l'argent sur un compte épargne qui est bloqué jusqu'à votre retraite et qui va être déductible de votre revenu imposable. Donc, si vous mettez 1 000 €, vous avez X revenus sur l'année qui est imposable à l'impôt sur le revenu. On va diminuer ce revenu imposable de 1 000 €. Les 1 000 € que vous aurez mis sur ce compte bloqué jusqu'à votre retraite. Et là, à votre départ à la retraite, vous aurez une rente qui vous sera versée en fonction du montant que vous aurez mis. C'est concrètement le seul moyen d'avoir une retraite décente quand on est à son compte. Voilà. On vous retrouve sur votre pôle. Oui, et vous pouvez nous retrouver sur notre stand qui est à gauche en entrant dans le hall principal de la CCI. Merci pour votre attention.